de Minibus. On vous souhaite encore un bon lundi, même s'il est bientôt fini, hein, mais bon, ça se finit quand même à minuit. Voilà, jusqu'à minuit, il peut se passer des trucs. Vous pouvez rencontrer des gens, vous pouvez gagner au loto, vous pouvez... Ah non, le loto, c'est... Il y en a un... Non, loto, c'est lundi. Quand je dis loto, un truc... Ah oui. Ouais. Votre conjointe ou conjoint viennent vous dire mais j'ai une augmentation, on part au Galapagos par exemple. Ça peut vous arriver. pouvez gagner 6 millions d'euros ce lundi. Ah voilà, 6 millions d'euros. Ça va. Comme quoi je ne dis pas que des bêtises. Et on peut avoir une ambition plus modeste, ma chère Cécile. Gagner au jeu tout à l'heure. Oh, qui l'a dit? Mais vous toucherez pas 6 millions d'euros, ça vous pouvez... Mais une victoire est une victoire. C'est jamais perdu. En tout cas... Sujet de philo, vaut-il mieux une défaite à 6 millions d'euros ou une victoire à 0 euros? Moi, je préfère perdre. Ah bah moi, je vous donne ma victoire. Je vous la donne tout de suite. J'anticipe même pour 6 000, je la donne quand même. Allez, Philippe Bilger est avec nous, Pierre-Yves Martin, Jean-Christophe Couvi. Et vous au 0826 300 300. En attendant, seul contre tous. Les vraies voix Sud Radio. Seul contre tous. Mon cher Philippe. Oui, alors dans la mesure où on est en train de parler de l'intelligence artificielle qui pourra régler un certain nombre de problèmes de sécurité, j'ai été frappé depuis des années, à chaque fois qu'une loi régalienne est élaborée et votée, il y a en général l'opposition traditionnelle, pas seulement entre la gauche et la droite, mais en gros entre les tenants de la liberté personnelle et les tenants de la sécurité pour tous. Et comme jamais on ne peut créer un arbitrage total et impeccable entre la liberté et la sécurité, pour ma part, et je l'ai beaucoup dit et écrit, il est évident que je suis prêt à sacrifier un peu de ma liberté pour la sécurité de tous. Je ne m'imagine pas demain, si on mettait en œuvre un dispositif très efficace pour l'ensemble de la communauté nationale, faire comme certains à gauche en disant « Ah non, pas du tout, je tiens trop à ma liberté personnelle et je refuse cela. » Donc, sécurité de tous avant liberté personnelle. Donc, vous êtes prêt à vivre en Chine? Non. Non? Un peu quand même, je trouve. Mon cher, parce que vous montrez d'une certaine manière l'extrémisme de votre esprit. C'est le jeu, hein. Oui, bien sûr. Mais on peut s'arrêter à un certain niveau de démocratie vigoureuse. Alors, allez-y. Oui, non, mais moi je suis d'accord avec Monsieur Bilger, parce que quelque part, on a besoin de sécurité. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'au début, les hommes se sont réunis, ont construit des villes, etc. C'était justement pour cette sécurité, donc on est habitué, en fait, parce que seul, souvent dans la nature, on meurt. La vraie question, c'est les questions d'équilibre, c'est jusqu'où on va. Voilà, et ça, en fait, c'est la loi qui l'a défini. Et derrière, il y a toujours un contre-pouvoir pour justement vérifier que nos droits sont respectés. Voilà, donc c'est le cas par exemple des caméras augmentées où il y a eu des cris d'Orphée, notamment avant les JO. Et en fait, on a vu que ça nous avait, nous policiers, aidés sur le terrain. Et j'ai pas l'impression que la vie des gens ait beaucoup changé. Et ça intéresse pas trop les policiers. Enfin oui, c'était même content. Et comme pour les drones, et ça intéresse pas trop les policiers d'aller filmer dans les bars HLM ou ailleurs des gens qui se douchent. Voilà, c'était la seule crainte, c'était ça, c'est de pouvoir atteindre à ma vie privée. Bon, je peux vous le dire, nous, ça ne nous intéresse pas, votre vie privée. Nous, ce qui nous intéresse, effectivement, c'est que les citoyens se sentent en sécurité. Et quand il y a des sondages, contrairement à ce que peuvent penser nos hommes politiques, les Français qui vivent dans la réalité, eux, sont d'accord pour perdre un peu de cette liberté. Alors, moi, je suis pas d'accord avec Philippe Bilger, et je vais prendre pour exemple la période Covid, où on devait remplir une attestation de sortie pour aller acheter une baguette quand on avait oublié une baguette. Ça, pour moi, c'est insupportable. C'est insupportable. Parce qu'on a fait tout et n'importe quoi, et on nous a violé nos libertés à un niveau, mais stratosphérique. Et quand on y réfléchit, on est au début mars, c'était il y a pile 6 ans, mais on se dit comment avons-nous pu accepter ça? Déjà 6 ans. Rappelez-vous les rayons du supermarché où les livres étaient interdits d'accès parce que le livre était pas. Alors, on pouvait acheter des cacahuètes, on n'est peut-être pas obligé de manger des cacahuètes, mais on pouvait pas acheter un livre. C'était complètement délirant. En revanche, et là je suis d'accord avec Jean-Christophe, moi, qu'il y ait des caméras de vidéosurveillance, ça ne me pose aucun problème. Mais alors, aucun. Mais je veux aller plus loin, parce que ce que vous dites,
l'approche actuelle, c'est clair, c'est le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, l'a dit, on allait augmenter la vigilance sur le terrorisme. Alors, comme ce matin, dans mon édito chez Patrick Roger, j'ai refait tous les attentats terroristes en France organisés par l'Iran. Je peux vous dire qu'il y en avait un paquet. Moi, je pense au contraire que là, contre les terroristes, tous les coups sont permis, alors ce que je vais dire, je vais peut-être me faire lyncher, mais même pour les gens jugés dangereux, des incarcérations préventives. Ça ne me poserait, pour des gens fichés S pour risque terroriste, ça ne me poserait mais aucun problème pour un laps de temps X, Y, Z. Par contre, moi, je veux avoir le droit de vivre librement. Oui, vivre librement. C'est ça l'intérêt. Il me semble que dans votre propos, il y a une contradiction très forte. Ah bah allez-y. Sur votre première partie, vous parlez du Covid, ça n'a rigoureusement rien à voir avec notre sujet, parce que on semblait refuser cette dictature parce qu'elle était au nom d'une santé et on ne portait pas atteinte aux autres. Là, je parle du processus clair de sécurité et de liberté. Et donc, après, votre fin de partie démontre à quel point vous êtes d'accord avec moi. Non, ça, quelle mauvaise foi. Non, ce que je veux dire, c'est que pour les gens qui ne sont pas dangereux, alors effectivement, quelqu'un peut péter un câble et se radicaliser en voyant Internet ou quoi ou qu'est-ce. Mais par contre, qu'on ait d'ailleurs, on a mis le principe de précaution à la Constitution, ce serait peut-être intéressant de l'appliquer dans ce cas-là. Pour des gens supposés dangereux, si on a un gros risque d'attentat, moi j'estime qu'on doit pouvoir aller très loin dans la prévention. Très loin. Par contre, revenir à la dictature sanitaire de 2020-2021, ça, jamais de la vie. Mais le problème, c'est que le sanitaire n'a aucun rapport avec... Ah bah si, c'est de la violation de liberté, comme le disait Pierre-Yves. Hein. C'est la Chine. On peut le relier avec ce sujet de sécurité. Mais bien sûr. Mais non, on n'a pas... on nous disait que c'était pour pas tuer papy-mamie. On n'a pas arbitré sur le sanitaire. Mais bien sûr que si. Avec le bonheur des autres. Ah mais bien sûr que si. On vous disait, si vous allez manger avec papy et mamie, vous allez les tuer. Non mais vous vous rendez compte le truc de dingue qu'on a vécu. La différence, c'est que la sécurité, c'est judiciaire, et que là, tout ce qui était Covid, c'était purement administratif. C'est pour ça que là où je suis pas d'accord, c'est que, encore une fois, on peut pas laisser l'administration décider qui doit être fiché S et qui doit être enfermé préventivement. Parce que là, dans ces cas-là, on est dans un état autoritaire. D'où je disais tout à l'heure, c'est pour ça qu'il y a un équilibre, en fait. C'est pour ça qu'il faut toujours un contre-pouvoir pour vérifier que vos droits sont respectés. Vous savez, quand j'ai passé le bloc d'officier de police judiciaire, on a très insisté effectivement sur les libertés publiques, parce que la liberté d'aller et venir, la privation de liberté d'aller et venir, c'est ce qu'il y a de pire dans une démocratie. Et donc nous, on est garant de ça, et c'est pour ça qu'il faut faire très attention à cette privation de liberté. Et puis je faisais l'autorité des gros yeux parce qu'on n'a plus de temps. Ah, et voilà. Et ben voilà, c'est fini. Je sors. Non, vous étiez just in time, comme on dit. Avec vous, Pierre-Yves Martin, vous dites que les États-Unis n'arriveront pas à gagner la guerre contre l'Iran rapidement. Mais en fait, je dis que l'Iran va résister effectivement pour 3 raisons principalement. D'abord parce que dans toutes ces situations d'invasion sur cette grande zone, sur cette grande région du monde, les États-Unis se sont toujours cassés les dents. Et je pense notamment à ce sujet de l'Afghanistan qui a été un long sujet douloureux, compliqué. Le deuxième élément, c'est que l'Iran, quand je pense à l'Iran et à la relation avec les États-Unis, je pense à l'ambassade des États-Unis en Iran qui a été occupée pendant 5 semaines, 6 semaines. Plus même. Ça a duré plus d'1 an, les otages, ça a commencé sous Carter et c'est quand Reagan est arrivé au pouvoir qu'ils ont été libérés. Et du coup, ça montre bien toute la difficulté d'intervention dans cette zone. Peut-être que c'était un sujet de non-préparation, d'absence de préparation, mais peut-être qu'on peut aussi se dire qu'il y a eu non-préparation sur cette offensive. Et puis enfin, parce que je ne sais pas, alors je ne suis pas le FBI, mais ce que je constate, c'est que ouais. S'il y avait que ça. Je disais, c'est bien ce qu'on vous reproche. Ce qui est sûr, c'est que on ne connaît rien sur les vraies capacités de l'Iran en 2026. On ne sait pas quelle est l'étendue de ses moyens militaires, logistiques. On ne sait rien. Et donc du coup, il peut tout à fait y avoir une espèce de période qui va s'installer longuement où l'Iran va réussir à résister parce que ça fait des décennies et des décennies qu'ils ont mis en place un régime extrêmement redoutable. Et ce n'est pas simplement des offensives ponctuelles, même si elles sont très aiguisées et violentes, qui peuvent déplacer ce régime.
D'abord, il semble que les capacités militaires de l'Iran soient réduites, d'après ce que j'ai lu et entendu. Deuxième élément, bien sûr, on l'évoquait tout à l'heure, s'il s'agit d'éradiquer le régime des mollahs de telle manière qu'il ne constitue plus une menace pour le monde, je vous rejoins absolument. Mais si les buts des États-Unis et d'Israël sont plus modestes, comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien peut-être qu'ils réussiront beaucoup plus rapidement que vous le pensez à atteindre ces objectifs. Ça dépend de ce qu'ils s'assignent. Oui, mais comme on a vu que les objectifs de guerre n'étaient pas clairement partagés et identifiés, en tout cas, chacun peut avoir son avis, mais c'est pas si clair que ça. Donc du coup, effectivement, mais je vous rejoins sur le sujet de si l'objectif c'est de neutraliser la dangerosité nucléaire de l'Iran, très bien soit, mais à partir du moment, c'est l'effet domino, à partir du moment où vous déplacez un domino, il va y avoir un effet qui va avoir lieu et ça va être très compliqué après. Après là, toute la région s'embrase. Hein. Là, on est au Liban maintenant, donc ça va être compliqué. Si le peuple n'intervient pas, le levier, c'est le peuple. Alors la différence avec l'Afghanistan, par exemple, c'est le peuple justement. C'est-à-dire que le peuple iranien, c'est pas du tout le peuple afghan. Le peuple iranien, il est éduqué, il est très intelligent. Ça fait des millénaires voilà qu'ils ont, j'allais dire, régné sur cette partie. Et moi, les talibans, c'était autre chose. Il y a des us et des coutumes. On voit bien ce que c'est devenu. Ils étaient pas prêts pour la démocratie. Eux, là, l'Iran, ils sont prêts pour la démocratie. Moi, quand je discute avec des amis d'origine iranienne, comme Elam Erfani, ou j'adore, moi, c'est Abnous Shalmani, qui est extraordinaire, une intelligence cristalline. Et en fait, quand on discute avec elles, qui connaissent bien la problématique iranienne et les gens iraniens, pour avoir aussi été avec les femmes azadi, en fait, on se rend compte que sur place, ils sont mûrs, justement, pour un changement de régime. Contrairement à l'Afghanistan. 80%, c'est ce qu'ils disent. Hein. 80% sont pour un changement de régime. Oui, mais en fait, c'est à eux c'est eux qui doivent le faire, ce changement de régime-là. C'est à eux de faire leur évolution. Mais je trouve même que l'intervention américaine et israélienne, elle arrive même beaucoup trop tard. On a laissé mourir 30 000 personnes depuis quelques semaines. Quelques mois. Bon, c'est toujours mieux que rien d'arriver maintenant. Mais encore une fois, j'espère qu'il y a un plan réel derrière pour justement remettre un régime démocratique avec des gens qui le veulent, et c'est aux Iraniens de décider comment ils veulent vivre. Alors moi je crois une chose, c'est que l'Iran n'est pas l'Afghanistan, n'est pas l'Irak. C'est ça. Alors déjà, il y a un problème qui se pose, c'est que l'Irak, alors la grosse erreur, c'est d'avoir renversé un régime laïque. Dieu sait si Saddam Hussein était un dictateur, etc. Mais la guerre en Irak a été une erreur massive. Surtout qu'après, il faut prendre toute la composition ethnique, c'est-à-dire que l'Irak, c'est un pays très majoritairement chiite, qui était gouverné par une toute petite partie sunnite, ceux de Tikrit, comme on dit, parce que Saddam Hussein était originaire de Tikrit. L'Afghanistan, c'était encore une autre histoire, parce que là, c'est une mosaïque entre les Pashtuns, c'était, et puis un terrain que même les soviétiques ne sont jamais arrivés à pacifier en 8 ans de guerre, d'accord ? Entre fin 79 et 88, près de 10 ans de guerre. Là, l'Iran, on a une solution un peu clé en main. C'est de mettre le fils du Shah, qui pourra avoir le rôle de la reine d'Angleterre, enfin du roi d'Angleterre, pardon, maintenant on a eu une reine tellement longtemps qu'on n'est pas encore passé à Charles III, qui pourrait mettre en place des institutions démocratiques. C'est quelqu'un de fortement occidentalisé, il a vécu aux États-Unis notamment, il parle anglais, français couramment, très occidentalisé. D'ailleurs, qu'est-ce qui a coûté sa peau au Shah ? C'est d'avoir voulu trop occidentaliser l'Iran pour après faire des élections, un processus démocratique, etc. Il est moins apprécié qu'il le dit. Hein. Oui, non mais il est moins apprécié qu'il le dit, mais il sera toujours mieux que Khamenei et Khomeini. Ça, alors si vous voulez que j'ai une certitude, j'en ai pas beaucoup en politique internationale. Oui, et puis lui, il fera pas sauter des bombes dans Paris. Une chose aussi qu'on oublie, c'est le rapport de Israël avec le peuple iranien. Ils ont une histoire. Nabucodonosor a envahi la Judée, a envoyé tous les Juifs à Babylone, et c'est Cyrus le Grand qui avait renvoyé les Juifs chez eux. Et donc ça, ils n'ont jamais oublié. Et c'est pour ça que d'ailleurs tout le monde dit l'année prochaine, on ira à Téhéran via Tel Aviv, parce qu'en fait tout ça peut être pacifié. Et les gens là-bas, ils ont juste envie, c'est de vivre librement.
Merci beaucoup, mes amis. Vous restez avec nous dans un instant. L'info en plus, et on reviendra sur cet après-midi, sur cette allocution depuis l'île Longue. Emmanuel Macron a donc annoncé augmenter le nombre de têtes nucléaires de l'arsenal français. On en parlera avec Mathieu Bloch, qui est député 3e circonscription du Doubs et secrétaire de la Commission nationale de la défense nationale et des forces armées. On en parle avec lui dans un instant, et juste après, ce sera notre Flavio. Bien entendu, on en parle dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.